Nous allons accueillir pour cette session d'abord Angelina Etiang, Julien Bricot, Thierry Bobet et Marie-Rose Moreau qui viendront tour à tour au niveau du pupitre. Donc nous aurons glissé progressivement par rapport à cette matinée de la vision réactualisée au niveau politique et juridique. Doucement, nous allons glisser vers une vision sociologique, anthropologique et dans la dimension du soin. Donc nous allons commencer par Angelina Etiang, que j'appelle à la barre, que j'appelle au pupitre. Donc je vous présente en quelques mots. Vous êtes docteur en sociologie, ancienne chercheur à l'Université du Maine au Mans et dans le laboratoire Violence, Identité, Politique et Sport. Vous avez eu plusieurs axes de recherche, dont la sociologie des migrations avec les migrations juvéniles, la sociologie des minorités, les situations minoritaires, sociologie des discriminations, approche en termes d'intersectionnalité et les questions de genre. Et donc on vous a appelé à venir parler aujourd'hui de votre typologie des mineurs isolés qui a été largement citée, en tout cas que j'ai largement citée moi dans mes écrits, et je sais qu'elle est largement usitée. Vous l'avez fait évoluer en 2013 et vous avez également commencé récemment une étude en cours de réflexion sur la maturité réelle ou supposée. Donc je vous laisse la parole pour 15 minutes. D'accord. Bon, bonjour à toutes et tous et merci aux organisatrices et organisateurs de cette journée, notamment à la professeure Marie-Rose Moreau et le Centre Babel, et je remercie aussi la Ville de Paris pour son accueil. Donc je vais essayer de tenir les 15 minutes. N'hésitez pas à me faire signe parce que je n'ai pas de montre, je résiste au temps comme je peux. Donc effectivement, j'ai réalisé une première typologie des mineurs isolés étrangers, qu'on n'appelait pas encore tout à fait ainsi en 2002, selon les motifs de départ du pays d'origine. Ces motifs ont été reconstruits à partir d'entretiens réalisés avec des jeunes et des professionnels ou des acteurs associatifs de différents horizons. Il s'agissait alors d'éclairer le sens de la présence d'une population qui, à l'aube de la décennie 2000, était assez méconnue. Il a été rappelé effectivement ce matin que les médias faisaient écho de leur présence via le fait divers et la petite délinquance. Donc il y avait l'affaire des parcs-mètres parisiens. Et puis d'autres acteurs associatifs, magistrats, élus, tiraient également la sonnette d'alarme sur le défaut de protection de ces enfants. Donc dans la première enquête, je mets notamment en exergue la pluralité des motifs au regard des migrations juvéniles. Et il est vrai, c'est une population, les mineurs isolés, c'est une population hors norme, dans la mesure où elle n'entre pas dans les catégories habituelles, tant des migrations adultes que de l'enfance en danger. Et pourtant, on essaye toujours de les catégoriser avec les dangers de la catégorisation qui ont été signalés tout à l'heure. Donc la première typologie vient répondre en quelque sorte à un besoin, entre guillemets, de sens chez les adultes qui accueillent et accompagnent les jeunes isolés dans les différentes phases de leur séjour en France. À l'époque, en 2002, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, je propose une typologie de 5 profils de mineurs isolés étrangers, une typologie qui a connu quelques succès, il est vrai, donc je les rappelle rapidement, si j'ai le temps j'en développerai quelques-uns. Les mandatés, les exilés, les exploités, les fugueurs et les jeunes errants. En 2012, donc à la demande de la mission recherche du ministère de la Justice, j'ai entrepris d'actualiser cette première typologie avec mon collègue Omar Zana. Et en fait, nous avons procédé un peu de la même façon que pour la première enquête, au niveau des entretiens, en tous les cas, avec une ambition un peu plus modeste, qui était à la hauteur du financement lui-même modeste. Donc, à cette première typologie, nous avons ajouté deux nouveaux profils, à savoir les rejoignants et les aspirants. Je m'en expliquerai tout de suite. Donc, cette typologie de 2012 complexifie en fait la première typologie en combinant les motifs des migrations, les positions des mineurs à la fois par rapport au projet migratoire et au pays d'accueil, dit d'accueil,
sachant qu'en filigrane, il est toujours aussi question du rapport à la famille, du rapport au pays d'origine, du rapport aux compatriotes, qu'ils soient dans le pays d'origine ou qu'ils soient ici. Donc la question de l'isolement, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais en tous les cas, s'ils sont isolés, ils ne sont jamais seuls de ce point de vue-là. Donc même s'il y a parfois confusion dans les termes. Donc dans cette nouvelle typologie, on ordonne les profils des mineurs selon 2 axes. Sur un premier axe, les mineurs sont plutôt ou acteurs ou agents du projet migratoire, et dans un autre axe, ils sont ou pas dans une demande de protection institutionnelle, et j'insiste sur ce terme. Je vais essayer de... Voilà, je m'embrouille, pardon. Donc, dans cette nouvelle typologie également, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de InfoMIE, donc si vous n'avez pas le temps de suivre ce que je raconte, les profils de mineurs se déclinent aussi en plusieurs figures, selon qu'elles oscillent vers la demande ou l'absence de demande de protection institutionnelle, vers la décision, entre guillemets, ou l'exécution également, entre guillemets, du projet migratoire. Et quand vous irez regarder le graphique qu'on a proposé pour rendre compte de cette typologie, on voit que sur le graphique, la dispersion des profils et des figures se fait premièrement avec une forte attraction vers le pôle absence de demande de protection institutionnelle. On voit qu'il y a beaucoup de figures, beaucoup de profils qui se regroupent plutôt vers là. Et deuxièmement, des profils et des figures qui sont également un peu plus souvent agents, entre guillemets, qu'acteurs du projet migratoire. Voilà. Alors je dirais quelques mots pour présenter les 7 types de mineurs isolés étrangers et leurs figures dans cette nouvelle typologie. Je fais vite parce que c'est assez connu. Puis vous avez aussi dans votre pochette quelques éléments de cela. Donc le mineur isolé, celui qu'on avait... le type mineur isolé qui est mis sur la route en raison des guerres, des conflits ethniques, des activités politiques dissidentes des proches, etc. Donc en 2012, à ces raisons classiques de l'exil s'ajoutent d'autres raisons peut-être plus socio-culturelles. Et pour le coup, l'approche transculturelle est particulièrement pertinente, à savoir le mariage forcé, l'excision, l'extorsion de fonds, les conflits financiers, les affaires d'héritage, les accusations de sorcellerie, etc. Et l'OFPRA, d'ailleurs, a d'une certaine façon reconnu ces problématiques en les nommant problématiques sociétales. Le mineur mandaté, qui était déjà présent dans la première typologie, est décliné en mineur travailleur, mandaté travailleur et mandaté étudiant. Ils sont toujours présents. Le premier quitte son pays souvent incité par ses proches pour subvenir aux besoins de la famille. Donc il est plutôt là pour travailler. Son projet de départ, il est celui-ci. Et quitte à le faire de manière plus ou moins légale, il ne sera pas forcément demandeur de protection institutionnelle à son arrivée. Le mandaté étudiant, au contraire, lui, va être plutôt demandeur de protection institutionnelle parce qu'il a comme projet de faire des études, des formations, etc. Et donc, il pense que ça peut s'accomplir ici à travers des droits qui lui sont accordés en tant que mineur. Et en troisième figure qu'on a mise au jour dans la dernière typologie, on a parlé du mineur initié. On ne l'a pas forcément rencontré, mais je m'expliquerai là-dessus. Ce sont des mineurs qui migrent moins pour des raisons de survie économique ou bien pour réaliser un projet d'ascension sociale à travers des études. Mais ces mineurs-là voyagent en quelque sorte comme un voyage initiatique où à travers le voyage, à travers la migration, il s'agit de se réaliser en tant qu'adulte et s'éloigner en fait de l'univers masculin, enfin de l'univers de la maison qui est plutôt un univers féminin. Et donc ceux-là seront peut-être moins demandeurs d'une protection qui serait trop maternante, entre guillemets, trop infantilisante, mais on aura peut-être l'occasion dans le débat d'en redire quelques mots également. On avait évoqué le mineur fugueur déjà dès 2002.
ces jeunes qui quittent du jour au lendemain leur famille, leur institution, etc. On les retrouve en 2012, mais on retrouve aussi des jeunes qui réitèrent la fugue et en fait se structurent dans la fugue. J'avance aussi sur cette typologie. En 2002, nous avions évoqué le mineur errant. À l'époque, il s'agissait davantage de mineurs dans la rue, c'est-à-dire qu'ils s'éloignaient progressivement des institutions, de l'école, de la famille, etc., pour peu à peu s'éloigner aussi du pays dans lequel ils vivaient et se lancer dans une forme d'errance. En 2012, dans notre typologie, on rendait compte également, à travers la rencontre notamment avec des acteurs associatifs, de mineurs de la rue. À la différence des premiers, ceux-là sont souvent beaucoup plus jeunes, se socialisent à la rue et vivent à la rue, généralement avec d'autres groupes d'enfants sous la coupe d'un plus âgé, d'un adolescent ou d'un jeune adulte. On avait déjà parlé du mineur exploité, il a été aussi évoqué cette exploitation tout à l'heure. Donc l'idée de l'exploitation, c'est que cette exploitation, elle est pensée dès le départ du pays d'origine, sous différentes formes, vol, prostitution, mendicité, travail clandestin, etc. En 2012, il apparaît que les formes de prostitution les formes d'exploitation semblent se féminiser davantage. Et donc, à travers à la fois la prostitution, mais aussi des cas d'exploitation dans un univers domestique, sachant que l'un n'empêche pas l'autre, bien entendu. Donc là aussi, je parle de le mineur. On a parlé beaucoup de jeunes et je regardais le dessin tout à l'heure, je prends un petit peu de temps, je me dis c'est un garçon, c'est un jeune garçon, ce serait bien qu'on pense aussi à féminiser cette figure parce qu'il y a des filles, même si on les voit moins finalement, elles sont peut-être finalement moins protégées. Je fais vite. Merci, 5 minutes, très bien. Donc le mineur rejoignant, c'est le mineur, on ne l'avait pas pensé dans la dernière typologie, même si on l'avait envisagé. Ce sont des mineurs qui soit sont envoyés du pays d'origine pour rejoindre des parents déjà installés. Ce sont des mineurs soit qui sont adressés par des parents du pays d'origine à des compatriotes de la famille ici, ou bien encore des mineurs successeurs qui finalement reprennent le chemin d'anciens migrants et veulent à leur tour migrer. Donc selon ces configurations, vous voyez bien que qu'on est très jeune et moins jeune, on n'est pas forcément acteur ou de la même façon dans la migration. Le mineur aspirant, je prendrai quelques temps un petit peu plus, mais j'ai presque fini. J'ai encore l'impression d'être dans le TGV. Alors, le mineur aspirant, en fait, c'était une figure qu'on n'avait pas forcément envisagée, qu'on n'avait pas construite en 2002. Elle paraît en quelque sorte beaucoup plus spécifique des migrations juvéniles. C'est une figure aussi qui nous paraît beaucoup plus contemporaine. Et pour ces mineurs, pour ces mineurs, on a l'impression que le voyage, la migration, correspond davantage à une forme de quête personnelle. On cherche à se réaliser à travers la migration, non pas simplement pour devenir adulte, mais en tant qu'individu singulier, en tant que sujet, puisque le terme a été aussi énoncé tout à l'heure, et en s'émancipant d'un milieu familial et d'une société d'origine envers lesquels on a beaucoup de griefs. Et donc il y a une aspiration très très forte à venir ici. On a une aspiration très très forte à être dans un pays de droit. Et ces aspirations seront souvent fortement mises à mal au regard de l'accueil et du parcours connu ici. Donc il s'agit de passer dans un ailleurs où l'on pense devenir quelqu'un, exister. Donc pour conclure, derrière la question qui m'était posée, peut-on définir des profils de jeunes isolés? Je répondrai par une autre, qui m'est d'ailleurs souvent posée quand je communique à ce sujet. À quoi sert une typologie?
Donc moi je répète à chaque fois que c'est un outil et rien d'autre pour comprendre les raisons possibles du départ des pays d'origine et d'arrivée. Ce n'est pas la réalité stricto sensu, bien entendu. Elle permet d'éclairer des projets migratoires des jeunes, d'envisager des accueils, des prises en charge plus adaptées, le terme a aussi été prononcé tout à l'heure, et on peut imaginer des réponses éducatives qui se modulent selon les profils et les parcours migratoires de ces adolescents. Donc certes, il va s'agir pour eux de poser la valise, comme leur valise, mais il y aura aussi différentes manières de poser sa valise, et ce n'est pas sans lien avec les projets, les parcours. Donc j'avais aussi d'autres choses à dire, mais je n'aurai pas le temps. Donc c'est vraiment un outil pour transformer, faire bouger avec les intéressés eux-mêmes. Pour moi, c'est un outil de travail qu'on peut mobiliser avec les jeunes eux-mêmes pour faire bouger des projets migratoires, a fortiori quand ils ne sont pas acteurs de ces projets. Et je rappelle aussi que la notion même de projet, qui est quand même très présente dans le travail social, la notion même de projet présuppose très souvent un individu en capacité d'agir, en capacité de se projeter, de faire des choix qui lui seraient favorables. Bref, un individu relativement autonome. Et voilà, quels sont les moyens en fait auxquels... en gros, il y a un présupposé. Il n'est pas certain que ces jeunes soient en capacité, voire en capacité de pouvoir y répondre. Donc j'aime bien ce terme, incapabilité, c'est un terme qui devient de plus en plus fréquent, et non culpabilité, donc les deux sont intéressants à mettre en regard. Donc c'est vraiment un outil pour faire évoluer les positionnements, sans être en quelque sorte mis sur le gris pour les jeunes. C'est aussi leur permettre d'ouvrir l'horizon des possibles, s'autoriser à changer, à parler du projet migratoire sans être dans une nouvelle injonction pour parler de soi. Donc c'est un outil suffisamment abstrait, je le pense comme ça, pour permettre le décentrement à la fois des adultes, mais aussi des jeunes, pour mieux revenir à soi, à son histoire en devenir, vider la valise, faire le tri, refaire sa valise d'une manière différente. Merci. Merci Madame Etiamble. Je dirais que vous êtes courageuse d'avoir rédigé une typologie, parce qu'il y a toujours un risque justement de catégorisation. On a vu que c'est un terme qu'on n'aimait pas trop. Et la vôtre a vraiment le mérite de rendre compte de l'hétérogénéité de l'ensemble de ces parcours de ces jeunes, avec aussi une souplesse, puisqu'on peut être dans appartenir à plusieurs typologies en même temps. Et je rappelle en même temps l'importance de prendre en compte la singularité de chaque histoire. Alors vous parliez un peu de rite de passage finalement dans la figure aspirante je me disais. Plus dans la figure du mineur, du mandaté initié en quelque sorte. Mais pour les mineurs aspirants, c'est eux qui organisent leur propre rite de passage, si on parle de rite de passage. C'est vraiment une figure nouvelle en quelque sorte. Bon, on laissera les questions pour la discussion. On va passer tout de suite à Monsieur Bricot. Je vous laisse vous installer. Donc, vous êtes de formation philosophe et éducateur. Vous avez travaillé pendant une dizaine d'années en tant qu'éducateur, puis chef de service et formateur. Vous intervenez aujourd'hui au titre du Centre Babel, qui est un collectif dans lequel réfléchissent ensemble des acteurs de la protection de l'enfance et des formateurs qui interviennent dans les institutions. Et vous allez nous évoquer, en écho d'ailleurs à une des questions qui a été posée ce matin sur le doute, l'épreuve du soupçon et comment surpasser la méfiance que peuvent avoir des professionnels auprès du récit de ces jeunes et inversement la méfiance de ces jeunes qui se fait en miroir. Bien, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Au préalable, 3 précisions qui me viennent en réaction à différentes choses depuis ce matin. D'abord, j'ai bien aimé l'idée de ne pas opposer ceux qui pensent et ceux qui font, à la fois parce que ceux qui font, évidemment qu'ils pensent aussi, et que ceux qui pensent, eh bien, ils font aussi. Et je trouve qu'effectivement, cette opposition, il faut lutter contre. Deuxième remarque, je ne suis pas du tout un spécialiste du terrain parisien, donc je vais dire différentes choses en ayant en tête
mon matériel, il est à partir d'observations sur différents départements, hein, et donc il s'agit pour moi de changer d'échelle, hein, et de parler à l'échelle de différents départements et pas seulement de ce qui se passe à Paris. Et troisième remarque préalable, la centration de mon intervention, elle est du côté des équipes éducatives en particulier, hein, donc évidemment la première partie de matinée avec les magistrats, les responsables de l'aide sociale à l'enfance, c'est extrêmement riche, mais ma proposition c'est de me décaler un peu et d'aller plus du côté des éducateurs et de leur clinique. Voilà, alors pourquoi parler du soupçon, puisque souvent quand on m'invite c'est pour parler de ça. Pourquoi cette question? Les jeunes étrangers font l'objet de perceptions contrastées, ils suscitent à la fois l'empathie, l'admiration, mais aussi la méfiance et le rejet. Ces réactions sont fortement polarisées entre deux représentations qui semblent exclusives l'une de l'autre. D'un côté, le bon mineur isolé, qu'il est légitime d'aider, et de l'autre, le migrant irrégulier, qui serait, lui, indigne des dispositifs d'aide aux enfants en danger. Ce qui est important de souligner, c'est que ces réactions ne sont pas seulement le reflet de différences de profil ou de parcours, puisque un même jeune peut être considéré comme une personne fragile par certains ou comme un individu autonome, en pleine possession de ses moyens, par d'autres. Au fil d'une prise en charge, son image auprès des travailleurs sociaux peut aussi évoluer, positive puis subitement négative, ou inversement. Qu'est-ce qui est alors en jeu pour que l'appréciation que se font les intervenants de lui évolue ainsi? Le passage de la bienveillance à la défiance est notamment l'effet d'un processus que j'ai proposé d'appeler le soupçon. Ce phénomène, qui naît de la confrontation aux mensonges réels ou supposés que les jeunes adressent aux services sociaux, opère comme un instrument de discrimination entre ceux qui méritent leur prise en charge et ceux qui ne la méritent pas, car ils trichent. Alors sur quoi les jeunes mentiraient-ils? Évidemment, la grande affaire, c'est qu'ils mentiraient sur leur âge, mais ça n'est pas la seule question. Ils pourraient aussi mentir sur leur nationalité, sur le parcours suivi, sur le sens de leur voyage, sur la présence éventuelle de proches sur le territoire d'accueil. On imagine aussi parfois qu'ils pourraient mentir sur la nature des relations qu'ils entretiennent avec leur famille restée au pays. Voilà qui fait donc beaucoup. D'un côté, les jeunes mentent, de l'autre, les professionnels peuvent les soupçonner de cacher des informations sur leur situation. C'est ce qui m'a conduit donc à réfléchir à ce concept de soupçon. Ce concept recouvre un spectre d'attitudes diverses. Au sens le plus faible, il est synonyme de doute, de prudence. À un degré supérieur, il implique qu'on se fasse une certaine opinion de ce qu'il en serait réellement de la vérité. Il sous-entend que quelque chose reste masqué. La suspicion, enfin, s'installe à partir d'un faisceau de signes qu'on pense devoir lire d'une certaine façon, même si on ne dispose pas de preuves pour le justifier. Le doute fait place à la suspicion quand le mensonge supposé devient le facteur d'explication dominant pour rendre compte de l'ensemble des comportements d'un individu. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on dit que l'obtention des papiers motive tout ce que fait quelqu'un qui n'a pas de papiers. Il se marie pour avoir des papiers, il fait des enfants pour avoir des papiers, etc., etc. Dans ce cas, le soupçon suppose une visée stratégique qui guiderait tous les actes. Naturellement, c'est là une façon de voir hautement problématique. En effet, de nombreuses choses disparaissent au passage. Plus de place pour des motivations éventuellement contradictoires, plus de place pour des actes gratuits, des actes manqués ou des actes absurdes. Non, à chaque fois, il y aurait une visée, une stratégie unique. La notion même de secret en sort fortement transformée. Dès lors qu'on soupçonne quelqu'un, un secret ne peut avoir comme fonction pour lui que de nous masquer ses véritables intentions. Alors vous l'aurez peut-être compris, le parti pris de mon propos aujourd'hui, en tout cas, est de laisser de côté ce qui vient de l'objet du soupçon, c'est-à-dire ce qui vient des jeunes, pour s'intéresser à ce qui vient de notre position de professionnels, nous qui pouvons être sujets au soupçon, formuler des doutes, imaginer des impostures,
soupçonner que quelque chose d'étrange ou de trouble nous est masqué. Alors qu'est-il possible d'apprendre sur nous et sur les dispositifs d'accueil en examinant ces mécanismes? Première réponse, il faut évidemment aller chercher du côté de la fonction d'évaluation. Alors il y a évidemment beaucoup à dire sur ce sujet, on a commencé à le faire depuis ce matin. J'ajoute quelques remarques simplement. La première, le terme d'évaluation a vu son sens se restreindre considérablement ces dernières années. Ce qui focalise l'attention des pouvoirs publics, c'est la question de savoir si tel ou tel jeune doit ou non faire l'objet d'une mesure de protection. Ce qu'il s'agit d'évaluer, ce n'est donc pas la situation du mineur au sens large, c'est-à-dire comprendre ce qu'il en est de son parcours, de ses fragilités, de ses besoins, de ses ressources, de sa famille, de son projet de migration. S'il s'agissait de ce type d'évaluation, alors évidemment, il faudrait du temps, plus même que 5 jours, et beaucoup plus. Du temps pour protéger, pour soigner, pour faire connaissance, pour voir évoluer le jeune avant de commencer à penser à son avenir. Autre remarque sur cette question de l'évaluation, il n'est pas possible... Oui, je voulais vous parler de la question des entretiens, mais je crois que je vais passer parce qu'on a commencé déjà largement à l'évoquer ce matin. Alors je passe à une remarque suivante. Cette fonction d'évaluation, telle qu'elle s'est développée, n'est pas une fonction éducative. C'est une fonction qui serait plutôt une fonction de justice. Or, on ne peut pas demander à une même instance d'être à la fois celle qui juge et celle qui organise l'accueil, celle qui évalue et celle qui accompagne. Il faut veiller à ce que ces questions soient étanches l'une de l'autre, car on ne peut pas être juge et partie. Dernière remarque sur cette question de l'évaluation. L'un des effets de la confusion possible entre ces fonctions de justice et des fonctions éducatives, c'est le risque de contagion du soupçon. Dans certains cas, on voit bien comment, malgré des décisions de placement qui confirment la légitimité de la protection, on continue pourtant à mettre en doute ces décisions comme si on était rattrapé par l'obsession de l'évaluation. Alors, deuxième élément sur lequel je voudrais attirer votre attention dans la mécanique du soupçon, la peur d'être manipulé. Quand les mensonges sont mal vécus par les professionnels, c'est d'abord l'effet de la crainte d'être utilisés. Les mots de passeurs, de filières, de réseaux sont régulièrement mobilisés sans que les référents de ces mots soient toujours bien identifiés. Ce qui transparaît néanmoins avec ces termes, c'est l'idée que des projets cachés, des projets clandestins pourraient être en jeu. On entend aussi le terme de détournement, ainsi qu'un terme plus terrible encore, celui d'instrumentalisation. Tout cela nous conduit à l'idée de manipulation. Être manipulé, c'est être l'objet d'une stratégie maîtrisée par quelqu'un d'autre. Or, celui qu'on aide serait supposé ne pas avoir de stratégie. Il serait là pour recevoir et accepter, pas pour mettre en œuvre sa propre stratégie. Troisième élément de réponse sur lequel je voudrais attirer votre attention, cultiver le soupçon, c'est entretenir l'image de professionnels crédibles. Mettre en doute systématiquement les informations transmises par les jeunes permet de se prémunir, à peu de frais, du risque de passer pour un idiot. C'est ce qui se passe quand, par exemple, je dis « il dit ça, mais bon, 3 petits points. Je n'en sais rien », tout en prenant un petit air sceptique. L'enjeu ici, pour moi, c'est la peur de passer pour celui qui s'est fait avoir, celui qui est naïf. Si la naïveté est une marque de faiblesse pour les professionnels, alors il vaut mieux toujours argumenter sur une ligne dure, plutôt que de défendre un point de vue qui serait plus clément. On peut craindre de passer pour un idiot auprès de ses collègues ou auprès de partenaires, mais il est tout aussi redoutable de craindre de passer pour un idiot ou un naïf auprès du jeune lui-même. Quand on fait l'expérience de découvrir qu'un jeune a caché au service dans lequel on travaille son âge ou ses liens avec sa famille, les réactions peuvent varier entre « il nous a menti et il nous a utilisés » ou « il reste victime, nous devons avant tout le protéger ». Ces variations, qui rappellent les oscillations entre enfance victime
et enfance coupable vont entraîner soit détachement et rejet, soit laisser place à une redéfinition de l'accompagnement du jeune. Quatrième remarque, je voudrais parler quelques instants de la question de la fraude. La rhétorique du soupçon assimile le mensonge à une forme de fraude. En cela, il participe à un mouvement plus large, celui de la lutte contre la fraude. Ce thème de la fraude n'est pas nouveau, il s'inscrit dans une histoire longue, celle des dispositifs de protection et d'assistance. Il n'y a pas de dispositif d'assistance sans risque que se développent des discours sur ceux qui abuseraient du système. Pas d'assistance sans risque de stigmatisation, donc, des assistés. Dernièrement, force est de constater que la rhétorique de l'abus et de la fraude gagne du terrain et qu'elle s'impose presque comme une évidence sur le terrain idéologique. Cinquième et dernière remarque, les effets du soupçon sur le travail éducatif quotidien. Évidemment, ce soupçon a des effets très profonds sur l'accompagnement proposé aux jeunes. Dans un contexte où l'insécurité juridique est déjà très forte, c'est-à-dire qu'on ne sait plus toujours très bien dans quelle direction il est permis ou souhaitable d'accompagner les jeunes, le soupçon a des effets redoutables. Il peut entretenir l'attentisme des différents acteurs quand il ne conduit pas tout bonnement à bloquer les mécanismes de protection. Pour l'illustrer, si j'ai un peu de temps, 2 minutes. Bon, alors je ne pourrais pas l'illustrer, mais j'aurais aimé faire un parallèle avec des situations qui me semblent mobiliser finalement des mécanismes assez voisins. Je pense aux jeunes qui sont aujourd'hui soupçonnés d'être radicalisés au sens religieux du terme. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate dans ces cas-là? J'irai très vite parce que j'avais une situation à vous proposer, mais je ne la présenterai pas. Eh bien, ce qu'on constate, ce sont des effets extrêmement puissants sur la prise en charge. Premièrement, un risque très fort de suspension des mécanismes d'assistance, c'est-à-dire que il est peut-être dans une situation compliquée, donc dans le doute, on ne va rien faire. Première chose, donc là c'est le versant de l'assistance qui est attaqué. Et deuxième risque, le processus éducatif lui-même, puisque ce qu'on constate dans un certain nombre de cas, c'est que les professionnels sont tout à fait démunis, inquiets par ce genre de situation, et qu'il y a là un réflexe qui a tendance à s'installer, une forme de retrait. Voilà, on ne va pas trop s'approcher de ce jeune parce que la situation semble trop compliquée. Je conclus ? Non, Marie-Rose Moreau vous prête de son temps, parce que sinon on aurait été trop frustrés finalement de ne pas avoir la situation, donc vous pouvez la présenter. Bon, alors je la présente, si je la retrouve. Alors, je pense à une situation en particulier, oui, dans laquelle ce sont des forces de police qui appellent le foyer pour leur indiquer, premièrement, que l'un des jeunes accueillis fait l'objet d'une surveillance particulière pour examiner la nature de ses relations avec des personnes soupçonnées de relever de l'islamisme radical. Deuxième message des forces de police aux éducateurs, que ce jeune ne doit surtout pas savoir qu'il est surveillé, ni non plus naturellement que l'équipe éducative à qui il est confié est prévenue. Que se passe-t-il alors? Quels sont les effets de ce coup de téléphone, un simple coup de téléphone? Eh bien, à partir de cet appel, les éducateurs se tiennent autant que possible en retrait du jeune, prennent leur distance avec lui, le travail relationnel cesse. Le jeune est laissé à lui-même à l'intérieur du foyer, la prise en charge se limitant à assurer ses besoins primaires. Toute démarche est suspendue, sur le plan scolaire notamment. 9 mois plus tard, la police rappelle pour indiquer qu'il s'agit d'une fausse alerte, que les soupçons ont été levés, il n'y a rien à reprocher à ce jeune. On voit bien ici que c'est donc le processus d'accompagnement lui-même qui est accompagné, puisque premièrement, comme je le disais, toute démarche est suspendue. Mais ça n'est pas tout, puisque deuxièmement, le processus éducatif lui-même est impacté. On se tient à distance, on a peur, de quoi on ne sait pas vraiment. Quoi qu'il en soit, on évite de s'approcher trop, on neutralise les liens qui pourraient se tisser, on évite que la relation se construise. Quelle est cette peur? Évidemment, elle est singulière.
mais elle a aussi quelque chose de commun avec la peur de la fraude. C'est la peur d'être trahi, probablement, mais plus fortement encore, la perception d'une menace, quelque chose qui pèserait sur l'ordre social qu'il s'agirait de protéger, comme si l'autre s'apprêtait à attaquer ce à quoi nous sommes attachés. Dès lors, on s'approche le moins possible de lui, car il pourrait tout gâcher. Voilà, cette histoire est dramatique, et si elle l'est, c'est qu'on voit bien comment cette question du soupçon a des effets délétères sur les prises en charge, puisque on s'éloigne, on se détourne, on désinvestit, et cela a nécessairement un coût dans l'évolution à venir du jeune. Je vais peut-être conclure. Alors aujourd'hui, puisque cette question du soupçon, ça fait un peu plus de 10 ans que je la traîne avec moi, aujourd'hui, ce qui m'apparaît clairement, c'est que le soupçon n'est qu'un mécanisme. Au fond, il sert de levier à une logique plus profonde, qui est celle du rejet et de l'exclusion. Les questions qui sont derrière, ce sont celles de l'accueil. Qui pouvons-nous accueillir? Jusqu'où pouvons-nous accueillir? Notre hospitalité doit-elle être limitée? Qu'est-ce qu'être vulnérable aujourd'hui et comment en tenir compte? Si on ne parvient pas à penser de façon positive l'accueil, à voir les bénéfices qui en résultent, si à l'inverse on ne le perçoit que comme une charge, un fardeau, alors c'est une logique d'exclusion qui s'installe. Cette mécanique apparaît quand on commence à trouver que les gens dont on s'occupe sont trop nombreux ou qu'ils ne correspondent pas suffisamment aux prises en charge que nous leur proposons, et que donc ce serait mieux finalement si nous cessions de nous en occuper. Je termine avec une remarque plus générale sur notre perception des phénomènes migratoires. Il faut se méfier plus que tout de l'effet de masse. Il n'y a pas de vague, il n'y a pas d'invasion, au sens où il s'agirait d'une masse de personnes indistinctes. Il faut plutôt aller chercher des histoires individuelles, comment les choses se sont construites pour chacun, comment sont-elles vécues. Il y a des destins à comprendre, des histoires, chacune différente, qui sont à l'origine de la mobilité. Dans chacune de ces histoires, il y a des contraintes, des décisions, des choix, des renoncements, des désirs. Quelle est la place et le rôle de chacun là-dedans? Ce n'est jamais tout à fait la même histoire. Et voilà donc, je pense, ce qu'il ne faut pas cesser d'affirmer. Merci, Monsieur Bricot, de nous appeler à faire appel à notre subjectivité, à prendre en compte en tout cas notre subjectivité dans notre identité professionnelle et dans l'appréciation de ce qu'on doit faire. Je vais essayer de faire une petite transition. Alors, je retiens la contagion du soupçon et je sais que parfois on parle aussi de contagion traumatique. Donc Thierry Bobet, tu vas nous parler de la dimension du soin. Vous êtes pédopsychiatre, chef de service dans le service de pédopsychiatrie à l'hôpital Avicenne, qui constitue un des grands pôles d'accueil des mineurs isolés étrangers, entre autres. Et donc, vous allez nous parler des difficultés de repérage et d'accès aux soins. Très bien, merci Dr Adjak. Merci à l'ensemble des organisateurs de cette journée de m'inviter à parler de ce sujet en quelques minutes. Je vais essayer de ne pas être trop long. Si j'ai un peu de temps, moi aussi, j'essaierai de donner un exemple d'histoire clinique et plutôt d'histoire qui ne s'est pas bien terminée. C'est intéressant d'y réfléchir aussi, je pense. Alors le premier point, c'est que la catégorie des mineurs isolés ou non accompagnés, elle a bien sûr aucun sens sur le plan psychopathologique. C'est une catégorie qui est produite par un ensemble de règles, de lois, de situations internationales. Et ça n'a aucun sens de penser des éléments psychologiques ou psychopathologiques qui seraient communs à l'ensemble de cette population. En fait, on avait été alerté par des cas graves dont on n'était pas très satisfait de la prise en charge, y compris celle qu'on avait proposée à l'hôpital Avicenne, à Bobigny. Donc moi, mon terrain, c'est la Seine-Saint-Denis. Et on a été amené à mettre en place une consultation qui s'appelle la consultation jeunes isolés étrangers, qui est dans une maison des adolescents à Casita, et qui donc s'adresse aux jeunes de 12 à 21 ans. On dépasse le cadre de la majorité pour prendre en compte aussi
les jeunes majeurs qui sont en contrat, jeunes majeurs ou qui sont juste après la fin de la prise en charge ASE. Et on reçoit essentiellement des jeunes du 93. Alors on a une adresse web, les professionnels peuvent nous contacter sur cette adresse. Une psychologue, qui est Catherine Ledu, rappelle alors le professionnel, discute de l'indication, éventuellement réoriente, et s'il y a une bonne indication, elle reçoit le jeune et l'équipe qui nous l'envoie. Elle fait une première évaluation et ensuite, parfois c'est suffisant pour dénouer un problème et parfois il faut orienter vers des soins, et là on a une palette de soins avec des psychologues individuels, des psychiatres en individuel, mais aussi un groupe transculturel trauma pour certains de ces jeunes dans des indications précises. Bien sûr avec un interprète chaque fois que c'est nécessaire. Alors notre expérience clinique, elle rejoint les données qui sont retrouvées dans la littérature, mais qui sont vraiment très difficilement interprétables dans la littérature, puisque on retrouve des taux d'état de stress post-traumatique, donc de troubles post-traumatiques, qui vont de 20 à 45% des jeunes, selon les études. Ça fait quand même une grosse différence, hein. Et ces études retrouvent aussi des dépressions caractérisées, donc des états dépressifs relativement sévères, chez environ 10 à 15% de ces jeunes, avec des idées suicidaires exprimées en général par 5% de ces jeunes environ. L'autre difficulté de santé mentale qu'on rencontre, c'est la question des troubles addictifs. Alors beaucoup moins dans notre population dans le 93 que dans la population parisienne, je pense, à cause notamment des origines différentes, des parcours différents qui existent, hein, mais c'est, disons, le troisième problème, les troubles addictifs. En revanche, on voit très très peu, voire quasi jamais, de retard de développement ou de psychose. Hein, on imagine bien que les jeunes qui ont des troubles graves qui commencent à l'adolescence, c'est pas ceux qui peuvent le plus facilement traverser la moitié du monde pour venir en France. Alors, je voudrais insister sur le fait que ces troubles, l'état de stress post-traumatique et la dépression, ce sont des troubles qui ne passent pas tout seuls, bien sûr, qui nécessitent une évaluation et un traitement. Comme on le voit, ça ne concerne pas tous les jeunes. Et il serait contre-productif et impossible de dire que tous ces jeunes doivent avoir un suivi psychologique ou psychiatrique, bien sûr. Mais la question qui se pose, bien sûr, toujours, c'est lesquels. Lesquels, comment on fait pour repérer ces jeunes-là et comment on fait pour les adresser. Alors je vous rappelle en deux mots, j'ai pas le temps de parler de tableau clinique de manière détaillée, mais la dépression, vous savez, la dépression caractérisée, c'est la dépression des psychiatres. C'est pas tout à fait ce que les psychologues appellent la dépression. C'est un ensemble de symptômes qui commencent à un moment donné avec une perte de l'élan vital, une façon très pessimiste de voir l'avenir qui offre plus de perspectives, une façon très négative de lire le passé, avec des fautes, des reproches, et un présent qui devient une grande douleur, et une absence de projection dans l'avenir. Et ces états conduisent logiquement aux idées suicidaires et aux risques suicidaires, notamment pour se supprimer parce qu'on ne vaut rien et que rien ne pourra changer. Donc ça, c'est ça qu'on appelle la dépression chez les psychiatres. Les psychologues parlent parfois de mouvement dépressif pour parler d'autre chose que ce qui est là qu'on peut considérer comme une phase pathologique. Les troubles post-traumatiques, vous connaissez presque tous ça, j'imagine, sont centrés sur la reviviscence des moments les plus effroyables que le patient a vécu, que la personne a vécu, qui reviennent sans cesse dans son psychisme en provoquant sans cesse la même détresse. Et ça ne s'atténue pas avec le temps. Alors, ça s'accompagne de problèmes d'évitement, d'un état d'hyperalerte et aussi de manifestations émotionnelles et cognitives comme des troubles de la mémoire,
alors, les incohérences du récit, hein, on pourra y revenir éventuellement, mais comme des troubles de la mémoire, comme des troubles dissociatifs de la représentation de soi, mais également de la culpabilité, de la honte, de la rage, hein, de la peur, toutes ces émotions-là. Et dans certains cas, notamment quand les traumatismes ont été répétés, il y a un autre tableau qu'on appelle le PTSD complexe, l'état de stress post-traumatique complexe, qui rajoute encore des symptômes qui compliquent le tableau, notamment avec des symptômes dissociatifs et des troubles mnésiques et cognitifs encore plus importants. Donc, que ça soit la dépression ou les troubles post-traumatiques, vous voyez que les conséquences sont multiples pour le jeune, les conséquences sont développementales, ça va affecter directement son développement à tout point de vue. 5 minutes, tu le tiens par hasard ou c'est vraiment... non, c'est pas... Bon, alors... donc... Ces troubles, ils sont bien compréhensibles quand on les replace dans le contexte de ce qu'ont vécu ces jeunes. Donc, il faut s'imaginer que ces jeunes ont vécu des événements difficiles, traumatiques, ou des pertes dans le sens de deuil pour certains, mais d'autres pertes pour d'autres. Et ça, avant la phase migratoire, pendant le voyage, qui est comme vous le savez tous, un moment aussi particulièrement risqué, difficile, traumatique de la vie de ces jeunes, mais aussi les difficultés qu'ils vivent en post-migratoire, c'est-à-dire lorsqu'ils arrivent chez nous, avec une exposition, un risque d'être victime de violences qui persistent, hein, même dans nos institutions. C'est bien montré maintenant. Et la confrontation à... comment la société française les traite, hein, donc un certain décalage souvent par rapport aux attentes et aux espoirs. Et puis bien sûr, toute notre société, toutes nos institutions sont traversées par les débats politiques qui sont les débats politiques de la France en ce moment sur ce qu'on veut faire des étrangers ou pas. Et bien sûr, ces jeunes l'entendent, ils s'y confrontent. Et c'est des choses qui ne sont pas négligeables, hein, dans la souffrance qu'ils peuvent avoir. Il y a d'autres causes de souffrance qui sont très fortes. Hein. Tout ce qui tourne autour du secret. Alors, qu'est-ce qu'on dit, à qui, sur son histoire, à qui on raconte la même histoire ou pas, comment on protège les choses les plus importantes en les disant pas, mais si on ne les dit pas et que ça se sait, on va être soupçonné, etc. Donc, toutes ces questions-là très complexes. La question des mandats. Alors, Madame Etienne a parlé des jeunes mandatés. Moi, j'élargirais un petit peu la question des mandats à un sens plus large. Hein. Un célèbre pédopsychiatre parlait des mandats transgénérationnels, c'est-à-dire ce qui pèse sur les épaules des enfants dès leur naissance, comme la projection des espoirs et des fantasmes parentaux. Et ces jeunes sont pris dans de nombreux mandats, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des choses à accomplir, mandat conscient, mandat inconscient. Je pense que c'est un point qui est vraiment important à travailler. Et puis, la dernière question qui reste pour ces jeunes, c'est celle de l'adolescence elle-même, et comment, dans un lieu différent, on va choisir, on va pouvoir articuler la lignée, qui on est dans sa lignée, et puis les groupes d'appartenance qu'on va se choisir, arriver à s'arrimer ou pas, etc. Donc, voilà, tous ces enjeux, hein, et chez certains adolescents, donc, comme je disais, des pathologies qui apparaissent. Alors, ces pathologies, par rapport aux autres enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, elles sont souvent relativement peu bruyantes. Et parfois tenues assez secrètes par les adolescents qui n'en parlent pas. Et elles sont assez souvent pas repérées comme des signes de souffrance inquiétantes par les équipes, qui ont parfois tendance à minimiser la question des troubles psy de ces jeunes en général, c'est-à-dire, c'est toujours ce mouvement entre oh là là, mais ils ont tous besoin de psy, ils vont tous très mal, ils souffrent tous.
ou alors non, ils sont tous résilients et ils vont s'en sortir, etc. Et c'est difficile de trouver une position balancée, comme je disais tout à l'heure, en essayant de réfléchir à voilà, lesquels ont besoin, lesquels pourraient bénéficier d'une prise en charge. C'est d'autant plus compliqué que c'est compliqué par des éléments transculturels qui font que l'expression des troubles paraît parfois étrange ou mal comprise, et que d'ailleurs à ce propos il y a un risque d'erreur diagnostique très fort. On voit beaucoup de jeunes, nous à Avicenne, qui ont reçu des diagnostics erronés de psychose, de troubles délirants, de schizophrénie, et qui se retrouvent avec des traitements extrêmement lourds, que plus personne n'ose arrêter, et des spirales infernales comme ça qui sont des surpsychiatrisations qui se terminent toujours très mal, malheureusement. Autre point, je vois tout le monde s'agite. Il va falloir conclure bientôt. Autre point, les difficultés d'adressage. C'est-à-dire que il n'y a plus beaucoup de lieux où on peut facilement adresser des ados, notamment parce qu'il y a de moins en moins de pédopsychiatres en France, comme tout le monde le sait, et il y a des lieux qui refusent, pour plein de raisons, parce qu'ils ne prennent pas d'interprète, parce que la sectorisation de ces jeunes n'est pas claire. Voilà, on trouve toujours des raisons, voire même certains psys qui disent « Ah mais nous on n'est pas spécialistes du trauma, ou du transculturel, ou de je ne sais quoi, donc on ne pourra pas bien s'en occuper ». Et on se retrouve parfois avec des équipes qui sont un peu en difficulté pour trouver un adressage pour ces jeunes, même si elles ont bien repéré les difficultés. Alors, pour conclure, vraiment, la question de ne pas repérer les jeunes présentant des pathologies sérieuses, organisées, c'est vraiment une très grosse perte de chance, parce que ces pathologies, elles sont tout à fait soignables. Et ça a un sens de les soigner, même si le jeune est en difficulté sociale, même s'il est à la rue, même s'il y a une vraie dépression, on peut toujours soigner ces troubles-là. Il ne faut pas se dire on verra les aspects psy une fois qu'il sera en sécurité, que sa vie sera bien organisée et tout ça. Sinon, une grave perte de chance à plusieurs niveaux. D'abord, pour le développement de ces enfants, le développement affectif, mais aussi intellectuel, scolaire, social. Toutes ces capacités sont affectées par ces troubles pendant l'adolescence. Et donc une chance pour les possibilités d'insertion, une perte de chance pour les possibilités d'insertion future. Et puis, voilà, on arrive à une sorte de paradoxe. Plus ces jeunes ont des troubles, moins ils rentrent facilement dans le moule de ce qu'on attend d'eux. Par exemple, un jeune avec des très très graves traumatismes va avoir un discours incohérent, une incapacité à parler de ses traumas, et va systématiquement être pensé comme un menteur ou quelqu'un qui cache des choses, enfin le soupçon dont parlait mon collègue tout à l'heure. Et donc on arrive à ce paradoxe où plus les jeunes ont des troubles graves, plus ils sont gravement touchés, peut-être que moins ils sont protégés. Et donc voilà, je voulais qu'on réfléchisse ensemble à un moment à ces jeunes les plus vulnérables, et sans doute qu'il y a des travaux à mener pour justement réfléchir à cette question de lesquels on envoie vers des soins, à quel moment, pourquoi faire. Bien sûr qu'il y a des choses, il y a des souffrances psychiques qui se règlent très bien par le soutien éducatif, institutionnel, enfin tout ce qui est fait par ailleurs, mais il y a des cas qui nécessitent des psys et lesquels je pense qu'on a encore un travail de réflexion à faire sur ce sujet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thierry. Alors j'appelle tout de suite Marie-Rose Moreau à faire une présentation sur les différentes manières d'accueillir les jeunes isolés étrangers, du coup notamment à la maison des ados de Cochin. Une capsule, comme on dit dans le monde de la mode. Juste dire que effectivement à la suite de cette recherche, on a mis à la maison de Solène, on a mis en place un dispositif donc qui porte le même nom, pour la prise en charge transculturelle des mineurs isolés, qui est coordonnée donc par Ramet Radjak, Fatima Touami, Sévan Minassian, et donc une petite équipe qui va utiliser les éléments appris avec la recherche, avec les professionnels, avec les adolescents,
pour faire que cette altérité des mineurs isolés soit en fait une nouvelle chance, une nouvelle possibilité pour tous ces enfants qui ont marché jusqu'à nous, comme dit un film qui vient d'être fait et qui exprime bien cette altérité de ces mineurs isolés. J'ai promis de laisser mon temps pour la poésie et les questions existentielles, donc je le donne. Et le temps aussi pour les questions de la salle. Non? Oh, peut-être juste, parce que je vois quelqu'un qui lève activement la main. Une question, et ensuite, effectivement, ce sera la poésie. Qui était-ce? J'ai vu une main se lever. C'est vous, pardon. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être assez brève. Et là, je vais revenir juste un petit peu sur le sujet un peu général. Je fais partie d'un collectif qui suit les mineurs, enfin les majeurs et les familles aussi, mais mon équipe, c'est les mineurs sur le terrain, donc à la rue, sur les campements parisiens, dans toute leur démarche, c'est-à-dire du début à la fin, de l'accompagnement au DEMI jusqu'à éventuellement une scolarisation, évidemment en collaboration avec les associations et institutions, ou en concertation au moins. Je voulais juste déjà regretter l'absence de mineurs dans cette salle. C'est un peu dommage qu'ils ne viennent pas s'exprimer sur leur situation, malgré le fait qu'il y ait énormément d'intervenants, je trouve, très intéressants, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, bravo pour ça. On n'a pas encore fini la journée, mais on a prévu qu'ils soient représentés d'une autre manière cet après-midi, vous allez voir. D'autres manières, oui. Mais je ne serai peut-être pas là. Je voulais juste revenir sur une chose, puisqu'on a évoqué les lois, les textes, les décrets, tout ce qui permet justement cette évaluation qui pose problème à beaucoup des acteurs auprès des mineurs. On s'interroge particulièrement sur le fait que, puisque l'humain, vous l'avez dit, évidemment, est quand même important. Nous, on voit qu'au bout de quelques mois, il faut des mois pour que ces jeunes arrivent à nous confier certaines choses en les voyant quotidiennement, puisqu'on les côtoie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Enfin, en tous les cas, on est disponible. Je me demande comment après l'évaluation du DEMI, les personnes qui vont décider de leur minorité et de leur isolement et donc de leur prise en charge et donc du début de leur avenir peuvent le faire sans les rencontrer. C'est-à-dire qu'il manque vraiment une dimension relationnelle humaine, puisque en un court interview de 15, 30, voire 45 minutes, où évidemment le lien de confiance ne peut pas se créer, on va déceler certaines choses. Et comment peut-on décider sans rencontrer des personnes aujourd'hui de leur prise en charge ou non? Sachant que nous, évidemment, on suit tous ceux qui sont en période de recours en priorité, et on est témoin au quotidien de toutes les étapes qu'ils ont passées, de tout ce qui a été cité ici. Mais c'est une vraie question que eux-mêmes se posent, c'est-à-dire quand ils comprennent le processus, ces gens qui ont décidé, pourquoi on ne les a pas rencontrés, en fait? Oui, alors, en réponse brève, méthodologique presque, c'est qu'effectivement, la proposition, et la proposition que j'allais dire collective, c'est que l'évaluation, elle tienne compte de ce que d'autres, les adultes, les professionnels, les acteurs qui connaissent ces enfants et ces adolescents, ça rentre dans l'évaluation. Et d'ailleurs, oui, mais ça rentre peut-être pas encore assez, mais c'est le but. Et dans la recherche telle qu'elle a été la recherche NAMI telle qu'elle a été faite à Paris, on a intégré ça aussi. C'est-à-dire qu'on a intégré pas seulement le mineur isolé, mais le professionnel et la relation et le savoir du professionnel. On l'a fait à titre d'expérimentation et c'est une proposition de la recherche de prendre en compte ça. Parce qu'effectivement, l'idée c'est de ne pas les isoler davantage. Si on les isole, plus on les isole, plus l'évaluation est insuffisante d'une certaine façon. Voilà, donc bon, voilà, mais ça apparaîtra aussi dans les discussions, mais c'est une proposition justement. Oui, Pavo, ensuite ce sera déjeuner libre et retour à 14h. Ok, et Sancho. J'ai 3 petits dessins. Pavo. Alors, j'ai un dessin qui illustrait ce que disait Madame Etiamble tout à l'heure, et je voulais lui dire qu'effectivement, alors bon, voilà, déjà le dessin. Je sais qu'il est plus mineur depuis un moment, mais avec la taille, des fois, on peut se tromper.
Et je voulais dire qu'effectivement, j'en profite pour le dire que j'ai dessiné beaucoup de petits garçons et de jeunes garçons au moment de faire des mineurs isolés et que je crois qu'effectivement, je me suis fait avoir par le cliché parce que d'habitude, je dessine aussi les petites filles quand je dessine des enfants en protection de l'enfance. Mais voilà, alors je ferai attention, vous avez raison. Ensuite, j'ai fait un autre dessin qui mettait en scène ce que j'imagine être le travail de Julien Bricot au quotidien. Et puis un dernier dessin que j'aurais pu passer tout à l'heure quand il y avait des juges, des magistrats sur scène à propos de cette question des tests osseux.